Plantons un peu le décor pour commencer notre exploration en profondeur aujourd'hui. L'année 2025, c'était vraiment l'asphyxie totale sur les routes commerciales mondiales. On a eu des ports majeurs qui menaçaient d'imposer des taxes énormes, les tarifs douaniers qui n'arrêtaient pas de fluctuer avec les tensions diplomatiques. Et Ouais. Et surtout l'escalade des conflits au Moyen-Orient. ouais, voilà, exactement. Ce qui forçait les navires à faire des détours de des milliers de kilomètres. Donc, en toute logique, une entreprise de transport maritime mondiale devrait voir ses marges s'effondrer, non? Sous le poids des coûts de carburant et des retards. C'est ce qu'on pourrait penser, ouais. Sauf que, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, Hog Autoliners, qui est un géant du transport de véhicules, vient de clôturer son année avec un bénéfice net de 513 millions de dollars. C'est fou. En fait, c'est le grand paradoxe de la logistique moderne. L'intuition nous dit que le chaos géopolitique détruit la rentabilité. Bien sûr, c'est ce qui paraît logique. Mais quand on regarde de près les rouages financiers de l'industrie maritime, on réalise que l'incertitude, si elle est gérée avec une certaine ingénierie contractuelle, elle peut se transformer en un avantage financier vraiment massif. Alors, décortiquons tout ça. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment cette entreprise, qui est spécialisée dans les navires qu'on appelle RoRo, Pour roll-off, c'est ça, roll-off. essentiellement d'immenses parkings flottants, comment ils ont réussi à générer des revenus de plus de 1,4 milliard de dollars dans un climat pareil. On parle d'un EBITDA de plus de 600 millions, hein, pour rappel, c'est les liquidités brutes générées avant les impôts. Ouais, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Carrément. Alors, pour comprendre cette anomalie, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, il faut commencer par regarder ce qui se passe à la source, en fait, là où les véhicules sont fabriqués. La performance financière de cette entreprise en 2025, c'est pas qu'une simple question de bonne gestion interne. D'accord. C'est la conséquence directe d'une mutation brutale de la géographie automobile mondiale, et plus particulièrement du rôle de l'Asie. Depuis 2020, les exportations de voitures chinoises ont explosé. Elles ont été multipliées par 7. Par 7 en 5 ans, c'est énorme. Absolument. Et c'est propulsé par leur domination sur les véhicules électriques. La Chine, c'est plus seulement un grand marché interne, c'est carrément devenu l'usine automobile du monde. Ce qui signifie du coup qu'une entreprise comme EHEG, dont le métier est justement de bouger ses voitures, se retrouve avec une manne inespérée. Précisément. Leurs volumes en provenance d'Asie ont bondi de 40% en un an. Waouh! Mais, et c'est ce qui est fascinant ici, cette explosion crée un phénomène très spécifique dans le transport maritime, un déséquilibre logistique extrême. Historiquement, l'industrie a toujours géré un léger déséquilibre, mais là on attend des sommets, quoi. C'est-à-dire? Les navires partent d'Asie pleins à craquer vers l'Europe ou les Amériques, mais pour le trajet du retour, il n'y a tout simplement pas assez de voitures occidentales à exporter vers la Chine pour remplir ces immenses bateaux. Ah ouais, je vois. C'est un peu comme un chauffeur de taxi qui travaillerait près d'un centre-ville. Il a constamment des clients très rentables pour aller jusqu'à l'aéroport, Exactement. mais une fois à l'aéroport, la file d'attente est vide, il doit refaire tout le trajet de retour vers le centre-ville à ses propres frais, sans aucun passager. C'est une excellente analogie. Et à l'échelle d'un navire qui consomme des dizaines de tonnes de carburant par jour, ce trajet retour à vide, il pèse très lourd. J'imagine, ouais. Dans le jargon, on dit que ça fait exploser les tonnes 1000. C'est une métrique qui calcule le volume transporté multiplié par la distance. Plus les navires parcourent de longues distances à vide, plus le réseau global perd en efficience physique. Le bateau brûle du carburant pendant des semaines, mais sans générer le moindre centime. Et c'est exactement là que la logique financière semble coincée pour moi. Si la moitié du trajet se fait à vide, comment est-ce qu'ils maintiennent un taux de rentabilité aussi élevé? Leur document parle d'un taux net de plus de 80 dollars par CBM. Par mètre cube, oui. Oui, d'ailleurs, précisons au passage, pour ceux qui nous suivent, pourquoi on parle de mètres cubes et non de tonnes. Contrairement aux porte-containers qui atteignent souvent leur limite de poids avant d'être plein, un navire voiturier transporte des véhicules qui prennent énormément de volume mais pèsent relativement peu. C'est tout à fait ça. L'espace physique est la vraie denrée rare. Mais du coup, comment rentabiliser cet espace si le navire rentre à moitié vide? La clé, en fait, elle réside dans une stratégie qu'ils appellent long-on cargo. Concrètement, l'entreprise refuse de dépendre du marché spot. Le marché au jour le jour, c'est ça? C'est ça le marché où les prix fluctuent violemment. À la place, ils verrouillent des contrats à long terme avec les grands constructeurs automobiles. Le mécanisme est simple. La demande pour exporter depuis l'Asie est tellement frénétique et l'espace sur les navires est tellement rare que les constructeurs sont prêts à payer un prix vraiment exorbitant pour le trajet aller. Ah,
Je commence à comprendre. Et ce tarif de l'aller, il est calculé très précisément pour absorber totalement les coûts du trajet retour à vide, tout en garantissant une marge. Donc si je résume, les constructeurs automobiles chinois ou coréens subventionnent de fait les trajets fantômes de ces navires sur le chemin du retour. Exactement. Et comme les chantiers navals mondiaux sont saturés et mettent des années à construire de nouveaux bateaux, l'offre d'espace de transport reste complètement figée pendant que la demande, elle, explose. Voilà. La rareté de l'espace de transport dicte le prix. C'est ce qui crée cette barrière de protection financière dont ils profitent tant. Mais cette barrière a dû être sérieusement testée en 2025. Parce que là, on ne parle pas seulement d'inefficacité géographique due à la Chine, on parle de blocage géopolitique pur et dur, non? Ah oui, l'année a été chaotique. Les États-Unis ont joué avec l'idée d'une nouvelle taxe portuaire massive, les tarifs douaniers n'ont cessé de changer, ce qui rend la planification des flux cauchemardesque, et surtout, le détroit d'Ormuz s'est retrouvé de facto fermé à cause de l'escalade au Moyen-Orient. Si on en relie cela à la situation dans son ensemble, la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est vraiment le cas d'école du choc logistique. C'est un goulot d'étranglement par lequel transite une part immense du commerce mondial. Quand une zone comme celle-là devient impraticable, les navires doivent être déroutés, et généralement, ça veut dire contourner tout le continent africain par le cap de Bonne-Espérance. Ce qui rajoute des semaines de navigation, hein. Des semaines, ouais. Et qui dit semaines supplémentaires dit consommation de carburant qui crève le plafond, sans parler des frais d'équipage rallongés, c'est la définition même d'une catastrophe opérationnelle. Normalement, les marges de l'entreprise devraient être pulvérisées par ça. Normalement, oui. Pourtant, non seulement ils absorbent le choc, mais en plus ils se permettent de verser 415 millions de dollars de dividendes en espèces, un rendement de près de 23%. Sérieusement, comment est-ce physiquement et financièrement possible? Pour comprendre ça, il faut inverser notre perception des crises logistiques. D'accord. Quand un navire doit contourner l'Afrique, il passe beaucoup plus de temps en mer pour effectuer un seul et unique voyage. Donc, à l'échelle d'une flotte mondiale, ça signifie que chaque navire effectue moins de trajets par an. Mécaniquement, la capacité globale de transport s'effondre. Ok, je vois le mécanisme. Et que se passe-t-il quand la demande d'exportation de voitures reste toujours aussi forte, mais que la capacité de transport diminue drastiquement? Les prix s'envolent, tout simplement. Voilà, le chaos géopolitique a pour effet de raréfier encore plus l'offre. Comme l'entreprise a un bilan très solide avec une dette faible, ils encaissent assez facilement les coûts supplémentaires de carburant. Et en parallèle, cette rareté artificielle du transport fait que, lors des renouvellements de contrats, ils peuvent négocier des tarifs encore plus élevés. C'est brillant, en fait. Et ce n'est pas tout. Cette pénurie de navires modifie aussi la valeur des actifs physiques eux-mêmes. Ah, c'est ce qui explique la vente de leurs anciens navires en plein milieu de l'année. Je me demandais, en lisant le rapport, pourquoi se séparer du OEE Beijing et du OIR New York au moment même où on a le plus besoin de bateaux. C'est un pur jeu d'optimisation d'actifs. Dans un marché normal, des navires vieillissants, ça perd rapidement de sa valeur. Mais dans un marché où l'espace manque cruellement à cause des fameux détours par l'Afrique, même un navire de 20 ans vaut littéralement de l'or. Donc ils sont vendus au sommet. Exactement. Ils ont vendu ces actifs non essentiels pour un gain net de plus de 60 millions de dollars. C'est la définition même de l'agilité tactique. Utiliser un marché en tension extrême pour liquider de vieux équipements au prix fort, ce qui finance en partie ces fameux dividendes massifs, tout en gardant les nouveaux navires ultra rentables pour les routes principales. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Survivre à des fermetures de détroits et manipuler l'économie de la rareté, c'est de la haute voltige financière à court terme, on est d'accord. Mais la vraie épée de Damoclès pour cette industrie, elle n'est pas au Moyen-Orient, elle est dans l'atmosphère. Tout à fait, le climat. L'industrie maritime est responsable d'environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et les régulateurs, particulièrement en Europe, ils commencent à serrer la vis, avec des taxes carbone qui vont devenir prohibitives. Cela soulève une question importante, parce que le risque climatique n'est plus une vague notion environnementale. C'est devenu un risque financier direct. Si une entreprise de transport ne décarbone pas sa flotte rapidement, elle sera bientôt exclue des ports européens ou taxée jusqu'à la faillite. Et ça, ils l'ont bien compris. Oui, et c'est pour répondre à cette urgence que l'entreprise a accéléré le déploiement de sa nouvelle flotte, qu'ils ont baptisée la classe Aurora. Et ces navires, ils ne font pas dans la demi-mesure. On parle d'une capacité de 9100 CE, donc l'équivalent de 9100 voitures standards par bateau. Ce sont les plus grands transporteurs de véhicules jamais construits dans l'histoire. C'est colossal, oui. 3 d'entre eux ont d'ailleurs déjà pris la mer en 2025, le Moonlight, le Sunrise et le Starlight. Rien qu'avec ces livraisons et quelques optimisations sur les anciens moteurs, ils ont réussi à baisser l'intensité carbone de leur flotte de 10% cette année. Ce
ce qui est une vraie prouesse. Une baisse de 10% en seulement 12 mois sur une infrastructure de cette taille, c'est techniquement très complexe. Ça implique de faire tourner les moteurs moins vite, de se brancher sur le réseau électrique terrestre une fois hacké pour couper les générateurs et de maximiser le remplissage de chaque pont. Mais l'optimisation, ça a ses limites, non? Exactement. Pour atteindre leur objectif de zéro émission nette, être efficace ne suffit plus. Il faut changer la nature même de la propulsion. Et c'est tout l'enjeu des futurs navires de la classe Aurora, prévus pour 2027 et 2028, qui sont conçus pour fonctionner à l'ammoniac. Je veux vraiment qu'on s'arrête là-dessus, parce que le mot ammoniac glisse super facilement dans une phrase, mais les implications industrielles sont juste folles. C'est un changement de paradigme, oui. On parle pas de mettre une petite batterie lithium dans une berline, là. On parle de propulser une forteresse d'acier de plusieurs dizaines de milliers de tonnes au beau milieu du Pacifique. Or, l'ammoniac, ça n'a rien à voir avec le fuel classique. Absolument rien à voir. C'est un gaz toxique, extrêmement corrosif. Pour le garder à l'état liquide, faut le refroidir à des températures cryogéniques, ou alors le maintenir sous une pression énorme. Le moindre incident de fuite sur un bateau, c'est pas juste une marée noire, c'est un nuage létal pour l'équipage. Faire le pari de l'ammoniac aujourd'hui, c'est pas un peu un saut dans le vide technologique? C'est un risque d'ingénierie colossal, tu as raison. Enfin, c'est indéniable. Mais il faut mettre ce risque en perspective avec ce que leurs documents financiers appellent le risque de transition. Le problème du fuel lourd, c'est qu'il est condamné à mort. Ouais. Donc pour une entreprise de transport, obtenir la certification Ammonia Ready, c'est pas juste un coup de relations publiques. C'est carrément une police d'assurance existentielle. Donc, en gros, ils assument le risque technique immense de l'ammoniac parce que le risque financier de rester bloqué au carbone est encore plus grand. C'est la pure logique mathématique de la décarbonation. Et puis il faut voir que les constructeurs automobiles, qui sont leurs clients directs, ont eux-mêmes des objectifs stricts de réduction d'émissions sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle les émissions du scope 3. Ah oui, les émissions indirectes. Voilà. Si un constructeur allemand ou chinois veut vendre une voiture certifiée zéro émission en Europe, le bateau qui transporte cette voiture ne peut plus recracher un énorme nuage de fumée noire. En ayant la première méga flotte prête pour l'ammoniac, l'entreprise ne fait pas que se conformer aux règles. Elle s'assure surtout de capter les contrats les plus lucratifs des constructeurs qui seront bientôt désespérés de trouver du transport maritime vraiment propre. Mais tout ça nous amène à un angle mort massif de toute cette transition technologique et de ces crises à répétition. Parce que bon, on peut modéliser des rendements financiers, on peut concevoir des moteurs cryogéniques capables de brûler de l'ammoniac et calculer des itinéraires autour de l'Afrique pour éviter des ondes de guerre. Ouais, la théorie, c'est beau. Mais reste qu'à la fin de la journée, un navire de 9-10 voitures avec un moteur expérimental, ça traverse pas l'océan tout seul. Exactement. Le capital humain, c'est le rouage critique qui fait tenir toute cette architecture complexe et qui est trop souvent reléguée en bas de page des rapports financiers. Cette entreprise, elle s'appuie sur un peu moins de 500 employés à terre, mais surtout sur près de 1300 marins. Et d'ailleurs, on remarque dans le rapport que la géographie de l'équipage est très spécifique, avec un recrutement massif aux Philippines et en Chine. Et si l'entreprise affiche des statistiques de santé physique qui sont excellentes, genre 0,5% de taux de maladie en Norvège, ce qui interpelle vraiment, pour 2025, c'est la mise en place programmée pour début 2026 d'un programme de formation intensive spécifiquement dédié à la santé mentale de ces marins. Pourquoi une telle urgence sur la psychologie maintenant ? Il faut se projeter dans la réalité concrète de ce métier en ce moment. La conjonction des événements géopolitiques et technologiques dont on vient de parler, elle retombe directement sur les épaules de l'équipage. C'est eux qui encaissent ? Exactement. Quand un détroit est fermé et qu'un navire est dérouté, ça signifie qu'un marin qui devait rentrer chez lui voit soudainement son contrat prolongé de plusieurs semaines, sans préavis. Il est isolé au milieu de l'océan, avec la conscience permanente que la route qu'il emprunte est dictée par des conflits armés. C'est angoissant. L'usure psychologique de l'incertitude logistique est immense pour eux. Sans compter, j'imagine, la charge cognitive liée à la nouvelle machinerie. Opérer un moteur diesel traditionnel, bon, c'est de la mécanique lourde, mais c'est maîtrisé depuis un siècle. C'est ça, on connaît par cœur. Toxique, avec des protocoles de sécurité totalement inédits, c'est un tout autre niveau de stress, non ? C'est le grand paradoxe de la transition énergétique. On s'imagine souvent que l'innovation verte, c'est une simple question d'investissement matériel. Mais un moteur multicarburant de pointe nécessite un ingénieur marin capable de le comprendre, de l'entretenir et surtout de réagir en cas d'urgence absolue sans paniquer. Ouais, il n'y a pas le droit à l'erreur. La montée en compétences techniques doit donc obligatoirement s'accompagner d'une résilience mentale hors norme.
Si les équipages s'effondrent sous la pression des détours interminables ou sous le stress de manipuler des produits chimiques dangereux, les milliards investis dans ces magnifiques navires verts ne servent strictement à rien. Le navire restera bloqué au port. Donc le programme de santé mentale, c'est pas qu'une petite initiative philanthropique pour faire bien dans le rapport RSE. Ah non, pas du tout, c'est une nécessité opérationnelle absolue pour sécuriser la viabilité de leur pari technologique. Le maintien de la chaîne d'approvisionnement mondiale repose littéralement sur la solidité nerveuse de quelques milliers d'individus isolés en pleine mer. C'est fascinant de voir comment tout est connecté. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous finalement? L'histoire de cette rentabilité record en 2025, c'est celle d'une entreprise qui ne se contente pas de subir les secousses du monde. Elle monétise le chaos carrément. C'est le mot. Elle utilise un tsunami d'exportation de voitures asiatiques pour imposer des contrats à long terme, ce qui neutralise les pertes liées au trajet retour à vide. Elle transforme l'allongement des routes maritimes dues aux crises au Moyen-Orient en un levier pour faire flamber la valeur de ses vieux navires. Et elle utilise cette montagne de liquidités pour financer un pari vertigineux sur l'ammoniac, tout en s'assurant au passage que ses équipages ne craquent pas sous la pression. C'est une véritable démonstration de force sur la façon dont l'économie réelle s'adapte en fait. Les obstacles deviennent des mécanismes de fixation des prix. Et ça change complètement la perception du quotidien. Je me dis que la prochaine fois que ceux qui nous écoutent verront une nouvelle voiture électrique asiatique en concession, avec son prix affiché sur le pare-brise, ils sauront que ce prix, il inclut bien plus que des batteries et du métal. C'est clair. Il englobe le coût d'un trajet retour à vide sur l'océan, la prime de risque d'un détour par le cap de Bonne-Espérance et l'amortissement d'un moteur cryogénique à l'ammoniac. C'est un condensé de géopolitique, d'ingénierie extrême et de finance mondiale, garé juste là, dans la rue. C'est une belle façon de le résumer. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de cet avenir propulsé à l'ammoniac, il y a une conséquence systémique majeure à garder à l'esprit qui dépasse largement le cadre du simple transport de voitures. Oh, à quoi tu penses? Eh bien, l'ammoniac, avant d'être envisagé comme un carburant marin révolutionnaire, c'est la base absolue de l'industrie mondiale des engrais. Ah, l'agriculture. Exactement. C'est ce qui permet aujourd'hui de faire pousser les cultures qui nourrissent littéralement la moitié de la planète. Donc, si l'ensemble de la flotte marchande mondiale bascule sur l'ammoniac pour atteindre la neutralité carbone dans la prochaine décennie, la demande pour ce produit chimique va exploser à des niveaux inimaginables. Ce qui veut dire que les prix vont flamber? Voilà. Comment le marché agricole va-t-il réagir face à l'immense puissance d'achat de l'industrie maritime? C'est peut-être le prochain grand dilemme mondial. Allons-nous devoir choisir entre décarboner nos océans ou maintenir le prix de la nourriture accessible pour tous? Le carburant des cargos en compétition directe avec notre agriculture, c'est une perspective vraiment vertigineuse qui prouve bien que chaque solution engendre sa propre crise. Ce sera un excellent sujet de réflexion pour ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration en profondeur et à très bientôt pour décortiquer de nouveaux enjeux.